Salut tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo que je ne sais pas prononcer, donc c'est le Mid-Year Book Freak How Tag avec un accent anglais de qualité. J'ai pris les questions que j'ai vues sur la vidéo de la chaîne YouTube Les mots de l'imaginaire, que je vous recommande, une super chaîne YouTube. Et puis c'est parti. Alors, avant de commencer, je voulais dire que cette vidéo elle devait sortir en juin, mais que vu les événements qu'il y a eu en juin, j'étais pas d'humeur à faire des vidéos. Et aussi, si jamais, si vous votez extrême droite, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Et votez le nouveau Front Populaire dimanche, allez voter. Puis vu les livres dont on va parler, je vois pas à quel moment les gens d'extrême droite vont kiffer mon contenu. Alors, la première question, j'ai pas vraiment noté des questions, moi j'ai mis 2 mots à chaque fois, donc ma meilleure lecture de l'année. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est Babel de R.F. Kuang. Donc je vais essayer de refaire un résumé, même si j'ai lu ce livre il y a longtemps et qu'il est compliqué à résumer, je vais faire au mieux. Mais à chaque fois c'est un peu brouillon. Alors Babel, ça va parler de Robin. Je sais plus comment il s'appelle, punaise. En plus moi j'ai pas gardé mes jaquettes parce que mon copain trouve ça moche. Du coup bah pas de jaquette, donc pas de résumé, voilà. Donc je suis toute seule avec mes problèmes. Du coup il s'appelle bien Robin ou Robin. Moi je francise les noms quand je lis. Alors dans Babel, on va suivre Robin qui va être emmené en Angleterre par le professeur Lovell parce qu'il y a toute sa famille qui est morte et le professeur il est venu le chercher pour le ramener en Angleterre. Mais tu te doutes bien qu'il y a des trucs bizarres parce que Robin il a grandi en Chine à Canton et il sait déjà parler anglais parce que quelqu'un lui envoyait des livres en anglais. Donc le gars il était déjà bilingue, il était enfant. Étrange, mystère. Et Robin quand il va aller en Angleterre avec le professeur Lovell, il va apprendre aussi à parler le grec et le latin et je sais plus si il va apprendre le mandarin ou le cantonais, mais un seul des deux, et il va apprendre à faire de la traduction etc. pour quand il aura 18 ans rentrer à Oxford et plus particulièrement dans la tour qui s'appelle Babel à Oxford où c'est le truc de traduction de Oxford. Voilà, ce que je vous avais dit que le résumé serait pas terrible. Et du coup, on va aller en cours avec lui, en cours de traduction, et on va découvrir ce qu'est l'argentogravure, parce que Babel, c'est une fantaisie. Il y a pas énormément de fantaisie dans le livre, parce que l'argentogravure, c'est une métaphore de l'industrialisation qu'il y a eu également au 19e siècle en Angleterre. Voilà, et en plus, elle a pris beaucoup de faits historiques, parce que les 2 premières pages du livre, et il y a Franck qui nous dit, alors écoutez, normalement, tout est vrai, sauf ça et ça dans le livre, où c'est pas exactement la bonne année, parce que ça m'aidait pour écrire le livre. Voilà, et R.F. Franck fait des études de traduction et d'histoire, je crois, de la Chine, etc. Donc elle sait de quoi elle parle. C'est pour ça que ces livres sont très très bons. Enfin bref, on en était à l'argentogravure, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est des petites barres d'argent où d'un côté, il y a un mot dans une langue et de l'autre côté, le même mot dans une autre langue. J'ai pas d'exemple en tête, mais en gros quand tu traduis un mot tu peux perdre des subtilités. Par exemple en grec un mot ça voulait dire quelque chose de très précis et nous on en a fait des trucs moins précis souvent, voilà. Et le fait de l'écrire sur la barre d'orthogravure ça va créer un certain pouvoir en rapport avec le mot qui est dessus. Du coup faut bien trouver les significations des mots qui vont avoir une utilité dans l'industrialisation du coup avec l'argentogravure. C'est un peu complexe mais je vous promets qu'en vrai si vous vous mettez bien dans le livre c'est moins compliqué que ce qu'il paraît, ce que beaucoup de gens ont dit. Moi je suis une quiche en traduction, je n'ai pas fait d'études de lettres et ça va, j'ai plutôt bien compris. C'est un livre qui va beaucoup parler de colonialisme aussi, enfin surtout R.F. Kuang, c'est une autrice qui dénonce énormément de choses, faut lire des choses comme ça, c'est des livres qui sont d'utilité publique. Ça va aussi également parler beaucoup de racisme, normalement je vous mets les trigger warnings des livres quand j'en parle. La dernière vidéo j'ai oublié, je suis désolée, j'ai vu ça une semaine après, j'ai fait oula, complètement bête, la meuf elle a complètement zappé, mais normalement je mets les trigger warnings sur ma vidéo et vu que j'en parle je n'oublierai pas parce que là c'est moi qui parle à la Lucie du montage, n'oublie pas de mettre les trigger warnings. Mais ça va beaucoup parler de racisme et je tiens à dire aux gens que oui, les gens étaient racistes et comme vous le voyez cette semaine, les gens sont toujours racistes. Voilà, donc c'est pas une surprise. Et donc R.F. Kuang elle a raison. Arrêtez de dire oh les blancs ils sont vus de façon méchante dans ce livre. On avait combien de pourcents hier? 30% le RN. Les blancs sont racistes, les gens sont racistes. Lisez Babel. Voilà, c'est une bonne semaine pour lire Babel. Mettez-y vous, achetez le livre. Voilà. Ensuite, la deuxième question c'est la meilleure suite de livres, la meilleure suite de saga. Cette année j'ai pas lu énormément de suite de saga parce que en général quand je lis une saga je l'enchaîne tout d'un coup. Voilà, ça c'est mon truc à moi. Et là j'ai lu je pense 3-4 sagas et celle qui a marqué mon début d'année et dont je me rappelle toujours et qui a pour moi les meilleurs second et 3e tome. Le 4e tome je le trouve un peu en dessous mais pour le coup moi je l'ai bien aimé mais un peu en dessous. C'est la saga, oh là à l'autre bout de la pièce, ils sont là. Donc c'est la saga de la passe miroir où j'ai mis des excellentes notes au 2e et au 3e tome que j'ai même trouvé meilleur que le premier. Mon préféré d'après mes notes c'est le 3e, d'après mes souvenirs c'est le 2e, donc je vais vous parler vite fait des deux parce que je vais pas vous spoil. Donc la saga de la passe miroir en rapide parce que si je résume tous les livres cette vidéo va durer 3 heures. C'est Ophélie qui vit à Agni
Anima dans un monde où la Terre est fracturée en plein de petites îles qui volent, et elle va être fiancée de force à Thorn, un gars lui qui vient du pôle, donc une autre ville, et c'est une saga de fantasy, donc il y a des pouvoirs différents en fonction des pôles et des grandes familles. Ophélie, à Anima, ils animent les objets en simple, et au pôle c'est plus des pouvoirs télépathiques, genre Thorn il a des griffes, ou c'est pas lui qui griffe, c'est son mental qui griffe les gens. Des pouvoirs un peu vicieux, et le pôle c'est un peu, je trouve, inspiré de la cour de Versailles et des complots qu'il y a de cour, et c'était vachement cool. Donc Ophélie elle va devoir aller au pôle, alors qu'elle c'est une petite meuf gentille à se retrouver entourée de vipères, et avec Thorn, elle aime pas spécialement, Thorn il aime pas non plus spécialement Ophélie, mais ils vont devoir se marier pour unir leurs pouvoirs. Et je vous laisse découvrir ça, c'est une fantasy jeunesse que j'ai trouvé incroyable. Donc pourquoi j'ai aimé le tome 2, le tome 3, la saga, c'est le world building qui est incroyable, l'histoire qui est incroyable, tout est bien développé, et pour de la jeunesse, moi j'ai trouvé ça pas si jeunesse que ça, franchement ça peut plaire à tout le monde. Après j'ai vu sur TikTok, il y a des gens qui disent si j'ai pas aimé le 1, est-ce que je lis le 2 et le 3? Franchement je vous recommande pas, si vous avez pas aimé le premier, je pense pas que vous aimiez la suite. Mais le tome 2, il se passe à peu près dans les mêmes décors que le premier, et donc on va complexifier le monde, complexifier la zone, complexifier la politique, et aussi développer les personnages secondaires et les relations entre les personnages. Et moi j'étais à fond, je l'ai lu super vite, et la fin incroyable. Je pense que c'est la fin qui m'a fait aimer le livre, mais c'est pas grave. Et le troisième, parce qu'on change de zone, on va découvrir une nouvelle zone, et je l'ai trouvé, c'est pas un thriller, mais il y a des mystères qui te tiennent en haleine et qui te stressent un peu, je trouve, dans ce troisième tome, et je l'ai vraiment trouvé très bon. Dans ce qu'il avait prévu de faire, il a vraiment très bien. Voilà. Ensuite, on passe à ma plus grosse déception. Et là, vous allez vous dire que la meuf, elle a réussi à choisir le meilleur livre de l'année parmi beaucoup de bonnes lectures, mais elle n'a pas réussi à choisir une seule déception parce qu'il y en a plusieurs et je ne sais pas laquelle choisir. Ils m'ont tous déçu de façon très différente, donc je vais parler très rapidement de plusieurs livres. Et vu que je vous les recommande pas, c'est pas grave si j'en parle pas très longtemps. Donc, la première saga qui m'a déçue, parce que pour le coup, c'est une saga où j'ai lu les 2 premiers tomes et je ne sais pas si je la continuerai parce qu'elle m'a vachement déçue. C'est la saga Phobos de Victor Dixon où les livres sont derrière moi et j'ai la flemme de les sortir. Oh non, ça va, ils sont à côté, je les sors. Donc Phobos, hop, le tome 1 et le tome 2, je vais mettre la déception un peu ensemble parce que les deux m'ont déçu. Alors j'avais vu les livres sur la chaîne Le Souffle des mots, que j'aime beaucoup, et c'est une de ces sagas, je pense, nostalgiques qu'elle aime beaucoup, et moi j'étais un peu vieille pour les lire, et je pense que les livres sont un peu vus pour être lus. Voilà, c'est qu'en gros dans Phobos, il y a énormément de clichés sur l'origine des gens. Par exemple, le gars qui est japonais, il a des clichés sur le Japon où c'est un gros geek. Le russe, il est bodybuildé, blond, limite... Bon, il boit pas de vodka parce qu'il est mineur, mais je pense que sinon il aurait bu de la vodka. Et il y a un gros truc sur... En fait, j'ai même pas fait le résumé, c'est des... En gros, ils envoient des jeunes sur Mars et ils en font une télé-réalité parce que la NASA a été privatisée et que pour se faire un max de blé, la NASA, elle fait une télé-réalité, elle envoie des jeunes sur Mars. Voilà, en très simple. Et moi, ça, franchement, le résumé, il m'avait hype de zinzin. Et le jour où ils partent, du coup, sur Mars, il va y avoir, dans chaque pays, on va montrer les écrans, etc. Et je trouvais ça un peu cliché et pas... Je pense que l'auteur voulait rendre hommage à chaque peuple de la planète et qu'il l'a pas très bien fait. Et ça m'a vachement frustrée. Et les personnages sont très en surface et très clichés, même en jeunesse, où ils font des choses très clichés. Donc t'as le cliché de tout. Tout est cliché en fait. Voilà. Je vous le recommande pas et j'ai été très déçue parce que j'étais hype de fou. Ensuite, ma deuxième déception, c'était un Musso. Que serais-je sans toi, je crois. Je sais pas où il est rangé quelque part. Je pense que je le mettrais dans une boîte à livres ou pas parce que j'aimerais épergner à quelqu'un d'autre de lire ce livre. Ou là, c'était pas... Si, c'était un peu des clichés aussi. Bon, ça, c'est un thriller qui parle d'un mec qui vole des tableaux dans des musées et on suit le flic qui l'arrête et on se rend compte qu'en fait, ils sont liés tous les deux. Le plot de base, c'est ça. Et il y a des trucs dans le livre qui étaient sexistes, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et des trucs racistes aussi. Donc, le combo parfait pour que je déteste un livre. Par exemple, il y a une policière qui était asiatique, je crois. Et alors, on a dit son prénom 2 fois et tout le reste du livre, on l'a appelée l'asiatique. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Tous les autres personnages blancs, on disait leur prénom. Mais alors la policière asiatique, je ne peux pas me rappeler de son prénom parce qu'on l'a dit que 2 fois. Et pareil, il y a eu un descriptif, un texte sur les femmes où en gros, quand on disait non, ça voulait dire oui. Et bah non, quand on veut dire non, ça veut dire non, n'allez pas plus loin, c'est facile, écoutez ce qu'on dit. Donc j'ai pas aimé ce livre. Et j'ai encore 2 déceptions, je sais pas si je parle des 2, bah quand même, je sais pas. Je vais en parler très rapidement parce qu'en plus, il y en a un des 2, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc vous avez juste à aller regarder la dernière vidéo, c'est Les lieux sombres de Gillette Flynn, où c'est un livre écrit par l'autrice qui a écrit le livre Gone Girl, qui ensuite a été adapté au cinéma et que j'ai adoré le film. J'ai pas lu le livre, mais j'ai adoré le film. Et je me suis dit, bah je vais adorer son autre livre et je l'ai détesté, il était malaisant, j'ai été mal dans toute ma lecture, mais je pense pas que ce soit un mauvais livre pour le coup, c'est juste il est pas fait pour moi. Voilà, hop, on balaye ça. Et en autre livre où c'est un peu pareil la déception, c'est Le cœur qui lâche en dernier de Margaret
Atwood où c'était nul. Alors que Margaret Atwood, j'ai bien aimé La Servante écarlate. Et j'ai appris après que l'autrice était assez problématique sur ses paroles, sur le mouvement MeToo, sur les TERF, etc. Elle pense des trucs, je suis pas du tout d'accord. Donc je pense pas continuer à la lire. Et en plus, du coup, le deuxième livre que j'ai lu d'elle était vraiment nul. Nul. Voilà, je le lisais pas, j'en parle même pas. C'était nul. Alors ensuite, c'est une sortie récente qui me donne le plus envie. Et pour le coup, je pense que c'est le tome 2 de L'Ombre des Dieux. Je ne sais plus le titre, je l'affiche ici, comme ça. On découvre ensemble le titre. Parce que j'ai beaucoup aimé L'Ombre des Dieux et que je me dis que je devrais pas trop tarder à lire le tome 2. Sinon je vais tout oublier parce que c'est une fantaisie assez complexe. C'est une fantaisie inspirée des Vikings où il y a des monstres, où il y a du grandicisme, où les monstres sont vraiment très grands et font un peu peur du coup, et pour le coup on ressent, je trouve vraiment dans ce livre l'amour que porte l'auteur, donc John Gwynne, pour les mythes vikings, et j'ai trouvé ça super chouette. Il est un peu complexe à lire, moi j'ai eu un peu de mal, je pense que c'est un tome très introductif mais il était quand même assez complexe, je le conseille pas à tout le monde, et je pense que le tome 2 pour le coup sera bien meilleur, surtout si on se rappelle du tome 1. Donc je vais me dépêcher. En résumé, je vous le fais en rapide quand même parce que je pense qu'il est à lire ce livre pour les fans de fantasy adulte. Pareil, ce livre a des trigger warnings. Mais on va suivre 3 personnages. On en suit une mère badass. Donc ça, c'était déjà un très bon point. Où John Gwynne écrit des bons personnages féminins. Donc ça, je le remercie. Qui va avoir un truc qui va chambouler sa famille et elle va devoir partir à la recherche de quelqu'un qui a disparu avec de la rage immense parce qu'il lui arrivait des trucs horribles. Voilà, je vous spoil rien. Et ensuite, on a un deuxième point de vue avec un jeune homme qui a perdu sa sœur et qui veut trouver une sorcière pour qu'elle puisse lui montrer les derniers instants de sa sœur parce qu'il sait pas trop comment elle est morte. Et il va rejoindre une confrérie, je sais plus si c'est des confréries, des guildes, mais des gros groupes de gens qui combattent. Et c'est un peu un fun family, je crois. Enfin, il va rentrer dans cette confrérie, au final ça va mieux se passer que ce qu'il pensait. Il va trouver des alliés, voilà. J'en dis pas trop plus. Et le troisième POV, c'est une fille qui est pareil dans une confrérie, dans une guilde, et tu vois qui suit et qui veulent tuer des gens qui ont des pouvoirs qu'ils n'ont pas vraiment le droit d'avoir. Et je sais que dans le résumé, le point de vue de cette personne spoil les 300 premières pages, donc ne lisez pas le résumé. Ensuite, la sortie que j'attends le plus, et je sais pas si on doit dire une sortie qu'on attend le plus cette année ou une sortie qu'on attend le plus pour plus tard, si on doit parler d'une sortie qui a été annoncée ou pas encore. Donc moi j'ai peut-être pas suivi les règles, mais le livre que j'attends le plus, genre s'il sortait je l'aurais l'acheté maintenant, c'est le tome 2 de The Royal Coven, parce que la fin du tome 1 est de la torture pour les lecteurs. Voilà, j'ai vraiment envie de connaître la suite. Donc The Royal Coven, c'est quoi? J'en ai déjà parlé pareil la semaine dernière, je ne vais pas vous faire un énorme résumé. On va suivre des sorcières modernes qui ont plus de 30 ans, donc ça c'est un bon point, où il y a j'ai encore perdu le mot, je l'avais perdu la semaine dernière aussi. Putain, une prophétie. Voilà, c'est bon, je l'ai. Il y a une prophétie qui dit que s'il y a un homme qui a des pouvoirs surpuissants, parce que dans ce monde-là, c'est les sorcières femmes qui ont des grands pouvoirs et les hommes ont des pouvoirs moindres, en gros, eh bien, ce jeune homme ou cet homme va invoquer le Léviathan et détruire le monde. Il se trouve qu'il y a un garçon qui va avoir, du coup, ce genre de pouvoir, mais c'est un gamin. Et la grande... c'est pas des guildes, c'est des coven. C'est dans le titre. Les coven, il y a un grand coven de sorcières qui va vouloir le tuer, mais on va suivre 4 amis. On va avoir les 4 POV. Il y en a une qui est la directrice du grand coven, une de ses amies qui va venir voir le gamin parce qu'elle peut pas vraiment lire dans les pensées, mais elle a un pouvoir qui peut aider. Et quand elle va voir que c'est un gamin, elle va dire je le prends avec moi, vous le tuez pas, ce n'est pas possible de tuer un enfant. Et voilà comment débute l'histoire. C'est un livre inclusif, qui est contre et qui va dénoncer la transphobie, donc moi je trouve très bien, qui va dénoncer le racisme, qui va dénoncer beaucoup de choses, avec une histoire qui est cool, qui est prenante, avec des personnages bien développés, intéressants et différents de ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnages adultes dans les livres en général, mais que nous on parle beaucoup de young adultes, donc c'est dur de sortir de cette boîte où nous enferment un peu les réseaux sociaux, et je trouve que ce livre nous sort un peu de la boîte. Je sais pas si j'ai été claire, mais je vous le recommande, et quand le tome 2 sortira, j'irai l'acheter jour 1 en librairie. Voilà, c'est ma sortie que j'attends le plus. Je sais pas si c'était ça la question, vu qu'il n'est pas annoncé, qu'on ne sait pas quand il sortira, peut-être jamais. Et en soi, la deuxième sortie que j'attends le plus, qui pourtant, pour le coup, on a une date pour la sortie en VO, mais pas en français, donc il sortira pas cette année en VF, mais c'est le dernier tome de la saga des Archives de Rochard. En soi, je l'attends beaucoup, mais j'ai pas encore lu le tome 4, donc je l'attends moyennement, vu qu'il faut que je lise le tome 4 avant. Donc
Voilà, je dis juste ça, je vous en parle pas plus. Mais lisez les archives de Rochard, c'est vraiment la meilleure saga fantasy adulte du monde entier. Alors ensuite, c'est ma plus grosse surprise. Alors, bon, ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous allez vous dire, à part des mêmes livres, j'ai eu des bonnes dernières lectures. Écoutez, c'est pas ma faute, mais ma plus grosse surprise de l'année, c'est L'ours et la renarde de R11 d'or, que je n'avais pas prévu de lire, que je ne voulais pas lire, même si la version reliée est très belle, la version brochée, je pensais que c'était juste de la romantasy alors que pas du tout, donc j'avais pas envie de les lire. Mais je suis tombée sur une chronique de Barbara sur TikTok qui en parlait extrêmement bien et qui m'a fait comprendre que ce n'était pas une romantasy et que c'était un roman qui te fait pleurer. Donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas. J'avais l'abonnement Kindle gratuit pendant 2 semaines, il était dessus, j'ai testé. Et à ma grande surprise, il est dans mon top 3 des meilleurs livres que j'ai lus cette année. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et c'était incroyable. Alors le résumé de ce livre, on va suivre Auroch qui est un ours et il passe ses journées à miner du pétrole. C'est pas un vieil ours, il a 15 ans, donc c'est un ado, et il passe déjà ses journées à miner du pétrole. Les ours, ils ont des familles où ils sont qu'entre ours hommes, et il y a son plus jeune frère qui va être envoyé pour être vendu en tant qu'esclave à la maison. Donc la maison, c'est un énorme arbre de 90 étages, où dedans il y a des renardes, qui sont que des filles, donc que des renardes. Et vu qu'il veut pas perdre son frère, il va suivre son frère, et essayer d'être vendu lui aussi comme esclave. Il va réussir à être vendu à Picta, donc une petite renarde de 8 ans. En gros, il est acheté par sa famille pour être un peu son garde du corps. Et on va suivre cette histoire. Je préfère pas en dire plus comme la dernière fois, parce que je pense que c'est un livre qui est très bien à découvrir, mais je vous le recommande, même si pareil, il y a des trigger warnings, et je pense qu'il ne faut pas le lire avant 17 ans environ, je suis pas sûre. Et c'est vraiment ma meilleure surprise. Je pense peut-être même l'acheter quand R11 d'or refera un tirage de ses livres reliés, parce que j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque et pour vous en parler, pouvoir vous le montrer. Parce que j'en reparlerai certainement dans des vidéos où je dois parler des meilleurs livres que j'ai lus, il sera certainement souvent dedans. Ensuite, le nouveau ou la nouvelle autrice, auteur préférée. Et du coup, je vous ai déjà parlé de Babel, mais je pense que c'est clairement R.F. Kuang, ma nouvelle autrice préférée de cette année, celle que j'ai découverte, que j'apprécie énormément. J'apprécie vraiment beaucoup son travail. Donc je vous ai parlé de Babel, mais j'ai également lu Yellowface, qui est derrière moi normalement. Pas où il est là. Et en plus, Yellowface qui est très beau et j'adore la DA parce qu'en gros, c'est un livre où on va parler de Juniper et de Athéna. Juniper, c'est une autrice blanche ratée. Athéna, c'est sa pote qu'elle aime pas trop, donc Frenemies, qui elle a un succès de fou malade. Ses livres vont être adaptés sur Netflix et tout. Donc Juniper, elle est jalouse. Voilà, super pote. Et malheureusement, Athéna va s'étouffer avec un pancakes et June, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voler son dernier manuscrit qui s'appelle Le Dernier Front. Et du coup, en fait, quand on enlève la jaquette de Yellowface, on a le livre Le Dernier Front avec Athéna barrée et en dessous écrit Juniper Song. Donc, vraiment, l'édition est incroyable. J'ai rien d'autre à dire dessus sur l'édition. Mais sur le livre, je peux vous en parler un peu plus. C'est pas un livre d'action, c'est un contemporain qui va parler de beaucoup de trucs que R.F. Kuang dénonce parce qu'elle aime bien dénoncer des trucs dans ses livres, c'est pour ça que je l'aime. Et là, elle va dénoncer l'appropriation culturelle parce qu'en gros, Athéna, elle est d'origine asiatique, elle écrit Le Dernier Front, c'est un livre qui parle des ouvriers chinois en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Juniper, elle va voler ce manuscrit et le réécrire à sa sauce. Donc elle va enlever des dénonciations racistes du livre, etc. pour le rendre plus tout public. Et on va détester suivre Juniper, enfin vous allez détester le personnage, vous allez lire le livre et vous dire quelle grosse connasse, c'est le but. Et c'est très bien fait. Et puis Athéna en soi, elle n'est pas parfaite non plus et je trouve que ça montre bien le fait que quand la victime n'est pas une victime parfaite, on a tendance à pas bien jauger la situation. Voilà, vous vous dites elle avait qu'à pas faire ça. Bah oui, mais fallait pas voler son manuscrit tout court. Voilà, Athéna, elle avait le droit de pas être parfaite. Les victimes ne doivent pas être parfaites pour qu'on les écoute. Et je pense que le livre parle un peu de ça aussi. Ça, c'est une analyse personnelle, mais je pense que ça parle de ça. Et ça va aussi parler du milieu de l'édition. Et j'ai vu des gens dire mais vraiment, elle crache dans la soupe. Ces livres qui sont édités, mais elle parle trop mal des maisons d'édition. Elle fait ce qu'elle veut et elle a le droit de critiquer le monde de l'édition. En fait, si le monde de l'édition est un peu pourri, et je pense que c'est vrai, ce qu'elle dit dedans, pourquoi les auteurs devraient pas en parler? Si, ils doivent en parler aussi, c'est intéressant. Ouais, je suis pas gentille avec les haters de R.F. Kuang, je vous aime pas. Ensuite, on a mon personnage préféré d'un livre de cette année, et cette année, j'ai découvert Anne de Green Gables. Bon, ils sont tous là-bas, regardez, ils sont beaux. J'ai lu les 3 premiers, je crois, et je pense que Anne, en tout cas quand elle est enfant, adulte, je l'aime beaucoup aussi, mais dans le premier tome, c'est vraiment mon personnage préféré de littérature. Ses monologues, elle me fait rire, elle est gentille, elle fait des bêtises, elle est attachante. Je dirais bien que mon personnage préféré de littérature de cette année, c'est Anne. Et si vous n'avez pas lu Anne de Green Gables encore, ou vous n'avez pas regardé la série Anne with the I-E-E, que moi j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, j'ai pas encore continué, je peux vous dire un peu l'histoire. On va suivre Anne, qui est une orpheline, et elle va être adoptée par les Cuthbert, qui habitent sur l'île du Prince Édouard au
Canada. Et je me rappelle bien parce que je l'ai lu en janvier, ça. Et en gros, quand Anne va arriver à la gare, et va se rendre compte que les Cuthbert, ils voulaient pas adopter une fille, ils voulaient adopter un garçon. Ils veulent le renvoyer à l'orphelinat. Et en fait, ils vont la garder, sinon, ça s'appelle pas... Sinon, le livre ne s'appellerait pas Anne de Green Gables, parce que Green Gables, c'est la ferme des Cuthbert. Donc on se doute qu'ils vont la garder. Et on va avoir... Moi, je trouve que c'est un peu comme des mini-nouvelles sur des moments de vie d'Anne, où elle va faire beaucoup de... C'est pas vraiment des bêtises, parce qu'elle fait pas exprès. Elle est assez maladroite. Et c'est un roman qui va te... C'est un feel-good. C'est un livre feel-good où tu vas sourire, tu vas rire, Anne va te faire rire. Et c'est un peu des récits de vie, la saga Anne, parce qu'on va la suivre toute sa vie. Et dans le premier livre, elle doit avoir Bon, j'ai plus les âges, mais elle est jeune, elle rentre à l'école. Et à la fin, elle a 16 ans. Enfant, jusqu'à 16 ans. Voilà, je vous la recommande si vous avez besoin d'un peu de douceur dans ces temps durs. Ensuite, un livre qui m'a fait pleurer. Alors cette année, j'ai lu beaucoup de livres très tristes, mais pourtant, j'ai jamais eu des grosses larmes. Donc, j'ai pas vraiment de livres qui m'ont vraiment fait pleurer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai lu énormément de livres qui auraient dû me faire pleurer. C'était une année où je pleure pas beaucoup, alors que normalement, je suis une pleureuse. Je pleure tout le temps, j'adore pleurer. Je pleure de rire, de tristesse, de colère, je pleure de tout. Moi, je suis une meuf, les larmes coulent. Et pour le coup, les livres que j'ai lus cette année, je devais pas être dans un mood très triste. J'en ai pas lu énormément, mais j'ai pleuré. Alors, peut-être pas comme beaucoup de monde. Je vous l'avoue que peut-être que vous pleurez pas, mais moi j'ai pleuré à la fin de L'épée, la famine et la peste. Je vous dis pas dans quel tome j'ai pleuré. Comme ça, je vous ne spoil pas le moment où vous allez pleurer, parce que moi, je sais que savoir que je vais pleurer, comme dans le retour de Sarin, je savais qu'il fallait pleurer à un moment, donc j'avais deviné comment ça allait se finir, vu que tout le monde se filmait en train de pleurer. Donc j'ai pas pleuré, parce que j'avais deviné. Donc j'ai pas envie que vous deviniez, comme ça vous pouvez pleurer. Mais L'épée, la famine et la peste. Du coup, de quoi ça parle? C'est une dark fantasy. Alerte aux arachnophobes, ne lisez pas ça, vous allez être très très mal, parce que les méchants de ce livre sont des araignées. Mais ça parle, par exemple, on a 3 points de vue. On va suivre Cillian ou Kilian qui se fait beaucoup harceler par les enfants de son village. Un jour, il va aller en forêt, il va mettre un casque de loup sur la tête. Mauvaise nouvelle. Et il va se trouver que ce casque, il peut plus l'enlever et que ça va lui donner des trucs un peu magiques en rapport avec les loups, etc. Je vous en dis pas plus. On va suivre aussi une jeune fille. Sa mère était arachnée, avait un truc avec les araignées, genre c'était une adoratrice des araignées, etc. Je sais pas si elle avait des pouvoirs ou pas, mais elle a été quick. Et on va suivre sa fille qui, dans son village, les gens se disent, si sa mère était comme ça, elle doit être pareille, donc personne l'aime. Et l'Inquisition, donc les gens qui tuent les araignées et les adorateurs des araignées, vont l'arrêter à un moment. Et en 3e, on va suivre, je ne sais plus son nom, un gars qui revient de la guerre contre les araignées dans un autre pays. Et quand il est rentré, sa femme et son fils étaient morts. Donc ça fait 3 ans qu'il erre sur les routes seul, en demandant gentiment à manger et en mangeant pas souvent du coup, parce que les gens ne veulent pas lui donner à manger. Et il va tomber un beau jour où il veut sauter du haut d'une falaise. Voilà, je vous fais pas un dessin. Il va tomber nez à nez avec un cerf, et dans l'œil du cerf, il va voir son fils qui est gardé comme un cocon d'araignée dans la tête du cerf. Le destin de ces 3 personnes va être lié, et je vous en dis pas plus, mais c'est une très bonne dark fantasy, et moi j'ai commencé presque, c'est ma 2e, la dark fantasy avec ça. Je pense que pour débuter ce genre, c'est pas mal, c'est pas compliqué, l'histoire est bonne. J'ai juste pas été fan de la fin du tome 2 parce que j'ai trouvé un peu niaise pour une dark fantasy où je m'attendais à une fin dans le sang et dans la guerre, et en fait pas trop. Mais c'est une très bonne duologie, et en plus je trouve qu'il y a un retournement de situation à la fin du tome 1, début tome 2 plutôt, le retournement de situation, qui vous prend à revers, vous vous y attendez pas et vous vous dites « What ? Mais qu'est-ce qu'elle fait l'autrice ? Pourquoi elle fait ça ?» Et c'est vraiment pas mal. Ensuite, un livre qui m'a rendue heureuse, et ça sera Anne de Green Gables, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je vais pas vous réexpliquer pourquoi, mais c'est le livre, je pense, qui m'a rendue le plus heureuse cette année. Et ensuite, mon plus beau livre, et ça, vous savez quoi, c'est la question où je ne sais pas. Je ne sais pas quel est mon plus beau livre cette année, j'en ai aucune foutue idée. Je vous dirais bien Babel. Et le problème, c'est que c'est des livres dont je vous ai déjà parlé. En soi, ma collection de Anne, je trouve que c'est ma plus belle collection de livres que j'ai dans ma bibliothèque, parce que Monsieur Toussaint l'ouverture font des livres, je les trouve incroyables. J'adore les relier sans jaquette, c'est pour ça que j'ai enlevé mes jaquettes aussi, sauf Yellowface, parce que du coup le livre s'appellerait Le Dernier Front, personne ne comprendrait rien. Mais je trouve que ce livre-là a la DA la plus intelligente. Je trouve que Babel est peut-être le plus beau relié sous jaquette. Je me mouille pas trop, j'en monte plein. Ensuite, j'ai en dernier, je pense, The Royal Coven, qui est un très beau livre, vu qu'il n'avait pas de jaquette de base, donc le plus beau livre que j'ai acheté directement beau, et le plus beau jaspage. Parce que je trouve que la maison d'édition Calix, du coup, fait des extrêmement beaux livres, et j'arrive à tenir pour ne pas m'acheter The Curse of Saint et The Rick and War, que je pense ne pas aimer vu que c'est 2 romantasy et que je suis pas fan de romantasy, mais j'ai trop envie de les acheter parce qu'ils sont trop beaux et ils iraient trop bien à côté de The Royal Coven. Mais je les ai pas achetés. Je tiens le coup, non au capitalisme. Voilà, on se quitte là-dessus et bisous tout le monde.